Bienvenue dans Capital Inside, le tout nouveau format où plusieurs fois par mois, les journalistes de la rédaction de Capital viennent vous dévoiler les coulisses de leur enquête, ce qui leur a mis la puce à l'oreille et leur a donné envie de se lancer, mais aussi les difficultés rencontrées. Plongez au cœur de l'enquête avec nos journalistes. Le Dieselgate, le gros scandale de l'histoire de la vie. Une affaire à peine incroyable. Beaucoup de victimes de Au cours de l'enquête, la Banque Suisse. Capital Inside. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Barge, chef d'enquête pour le magazine Capital, qui, durant plusieurs semaines, a travaillé sur un sujet pour le moins complexe, l'accaparement des terres agricoles en France, que tu as nommé le grand Far West de nos terres agricoles. Stéphane, bonjour. Bonjour Emmanuel. Stéphane, comme tu le montres très bien dans ton papier, on assiste à une financiarisation accélérée du monde agricole, notamment en France. Il y a des chiffres qui illustrent très bien ce phénomène, notamment issu d'un rapport de l'association Terre de Liens, qui montre que derrière plus d'une ferme sur 10 en France se cache, entre guillemets, un investisseur qui n'a rien à voir avec le monde agricole. Alors Stéphane, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'enquêter sur ce phénomène des accaparements de terres agricoles en France ? Eh bien, comme souvent, je dirais, tout a commencé par un appel téléphonique. Au bout du fil... une voix chantante, un petit pic du sud de la France, un monsieur du Luberon qui venait m'alerter sur une mésaventure qu'il avait vécue. Ce monsieur avait hérité d'un corps de ferme dans sa région avec un bout de terre et il s'apprêtait à revendre cet héritage à un de ses cousins, donc qu'il avait choisi pour la revente. C'était quasiment signé, mais la veille de l'acte officiel, il reçoit un coup de fil d'un notaire qui lui dit « Ben non, monsieur, ça va pas être possible. Cette ferme, c'est nous qui allons l'acheter et nous allons la revendre à un agriculteur des environs. » D'accord, quand tu dis « c'est nous qui allons l'acheter ». Alors nous, c'est le notaire qui était en fait un représentant d'un organisme qui s'appelle la SAFER, la Société d'aménagement foncier d'établissement rural, qui effectivement, dans ses pouvoirs, a le droit de préemption sur les terres agricoles et qui a le pouvoir d'intervenir sur les transactions. Donc à partir de là, effectivement, j'ai eu envie de creuser un peu. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu que ce qui touchait à la propriété ou à l'exploitation des terres agricoles relevait encore, en tout cas chez nous en France, d'un vrai Far West. Mais il y a pas des lois, j'imagine, pour encadrer ces échanges, enfin, ce marché ? Eh bien justement, alors au départ, quand on n'est pas dans le milieu, le code rural n'est pas facile à assimiler, mais ce qui est clair, c'est qu'il est quand même assez encadré. Et donc en France, il y a cet organisme, la SAFER, qui a été créé dans les années 60 et qui est censé appliquer un certain nombre de directives qui disent en substance ceci, quand des fermes ou des champs sont mis en vente, eh bien, il faut en priorité orienter la vente vers de jeunes agriculteurs, des porteurs de projets qui souhaitent démarrer dans le métier. Et ces agriculteurs sont censés être encore plus prioritaires sur l'accès à ces terres si leur projet mise sur l'agriculture biologique. Et donc, jusque-là, rien à redire, puisque l'intervention de la SAFER consiste à dire « Non, cette ferme, vous n'allez pas la revendre à qui vous voulez, elle doit aller à un jeune agriculteur. » Et comme on a des demandes dans la région, eh bien, on va vous la racheter et ensuite la revendre à un agriculteur. Alors tout ça, ça semble avoir un effet vertueux, en tout cas sur le papier, parce que de fait, c'est censé lutter contre la spéculation foncière, empêcher que de richissimes financiers fassent main basse sur les terres pour faire flamber les prix, par exemple, mais aussi empêcher les accaparements excessifs pour lutter contre la concentration, comme c'est le cas, par exemple, en Roumanie, où des multinationales peuvent s'accaparer des millions d'hectares. Sauf que dans les faits, ça semble pas bien fonctionner. Ah oui, alors on se dit qu'effectivement, cette régulation doit permettre justement d'éviter ces dérives, mais j'ai très vite été déconcerté sur le terrain par des cas d'accaparement de terre qui étaient complètement contradictoires avec cette idée que tout était strictement encadré et que surtout les lois étaient véritablement appliquées en France. Et je suis tombé assez rapidement sur l'exemple d'un grand groupe chinois de l'agroalimentaire qui avait débarqué en France il y a quelques années et qui avait mis tout d'un coup la main sur 1700 hectares de champs. Et donc là, j'ai constaté que ce qui se passait sur le terrain était complètement différent de ce que la loi était censée imposer. Ce qui est assez étonnant que tu expliques aussi effectivement dans ton papier, c'est qu'il y a aussi des grands groupes, alors là c'est moins intuitif j'allais dire, comme L'Oréal ou Clarins, qui achètent directement et assez massivement des terres. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors la première piste que j'ai suivie dans mon enquête, effectivement, c'est appuyé sur une association qui s'appelle Terre de Liens,
qui milite justement pour favoriser un partage plus équitable des terres et qui dénonce un peu les effets de cette agro-industrie, de l'industrie agroalimentaire ou l'industrie de la beauté sur l'accaparement des terres. Alors effectivement, tu rappelles le cas de L'Oréal et plus récent de Clarins. Il y a un certain nombre d'autres cas qui avaient été mis en évidence dans un essai d'une de mes consoeurs, Lucille Leclerc, qui a écrit un remarquable livre sur le sujet qui s'appelle « Hold Up sur les terres » et qui effectivement inventorie un certain nombre d'entreprises qui se sont accaparées des terres agricoles. Alors à partir de là, moi j'ai essayé d'avoir des témoignages sur le terrain d'agriculteurs pour voir, essayer de mesurer un peu quelle était l'importance du phénomène chez nous. Et là, je suis allé de surprise en surprise. La première, c'est que je me suis rendu compte que cette piste n'était que partielle, parce que sur les premiers retours de témoignages que j'ai eus, je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était surtout les agriculteurs entre eux qui rivalisaient pour s'accaparer les terres et qui rivalisaient avec des mesures qui permettaient de contourner la loi par différents dispositifs. Alors, ceci dit, effectivement, comme tu l'expliques aussi dans ton papier, il n'y a pas forcément obligation d'acheter ces terres, notamment pour les jeunes agriculteurs qui peuvent aussi les louer, mais alors là aussi, ça semble compliqué. Oui, pour la bonne et simple raison qu'en France, le marché des terres reste quand même assez morcelé et que, en moyenne, un agriculteur, pour accéder à une terre, doit obtenir l'accord de 14 propriétaires. Donc, on se rend bien compte que sur le terrain, c'est compliqué. Il y a un agriculteur dans Lyon qui a d'ailleurs dû renoncer à son projet de culture, puisque lui, typiquement, il voulait accéder à une quarantaine d'hectares et qui étaient répartis entre 14 propriétaires, justement. Et certains d'eux n'étaient pas d'accord. Il a dû renoncer à son projet, en tout cas le revoir à la baisse sur de plus petites surfaces, qui a pu poser un problème de viabilité, de viabilité économique du coup. D'accord. Du coup, mais la SAFER, normalement, est censée s'assurer de la juste répartition des terres, mais tu sembles indiquer qu'effectivement, ils sont parfois un peu jugés partis. Alors oui. Alors d'une part, la SAFER, ça mériterait en soi une enquête à part entière. La SAFER est très décriée. Comme tu le disais, elle est un peu jugée partie. Elle perçoit une commission sur les ventes qui biaise un peu son verdict. Parce que c'est un pourcentage fixe sur le montant de la vente. Et donc, exactement. Plus le montant est important, plus la commission est importante pour eux. Voilà, ce qui n'était pas le cas au départ quand elle a été créée dans les années 60, puisque les subventions étaient suffisamment importantes pour qu'elles soient autonomes et indépendantes financièrement. Les subventions ayant diminué, la SAFER se rémunère essentiellement sur ces commissions qu'elle perçoit. L'autre problème, c'est que la SAFER ne peut pas tout voir. Très longtemps, il y a eu un marché parallèle qui permettait à des entreprises ou des gros exploitants de contourner la loi, de passer en dehors des radars de la SAFER en achetant, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en achetant progressivement des parts sociales des terres qui étaient englobées dans des structures juridiques et financières. La loi, pendant longtemps, n'obligeait pas le propriétaire à déclarer la vente lorsque cet achat était fragmenté et se réalisait par parts sociales successives. Donc il suffisait de prendre son temps, d'acheter 10%, 15%, 30% et d'acquérir la totalité des biens sans que la SAFER puisse intervenir pour préempter. Alors ça, au départ, effectivement, l'association Terre de Liens qui a rédigé un gros rapport sur le sujet avec le concours de la CEREMA, elle met en avant le rôle de l'agro-industrie dans ce marché parallèle. Mais sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte qu'en fait, d'après les rapports, les témoignages que j'ai pu recevoir, je me suis vite rendu compte qu'on avait plus souvent affaire à des guerres de clans, des luttes de corporatisme entre les représentants des syndicats au sein de la profession, mais aussi des cloche-merles, des querelles de village, et même parfois des rivalités au sein d'une même famille.
En fait, c'est un peu l'équivalent de règlement de compte à Hockey Coral, l'équivalent campagnard. C'est un peu ce que cette enquête raconte. Et tu parles aussi de prête-nom pour contourner les règles, mais tu vas même plus loin, tu parles aussi de pots de vin. Enfin, alors j'ai plus le terme en tête, mais enfin ça. Oui, alors les pots de vin, on peut commencer par les pots de vin. Effectivement, dans mon fief des Hauts-de-France, c'est à la fois un tabou et une tradition. C'est-à-dire que au moment de passer la main, lorsqu'il se prépare à partir en retraite, un agriculteur va revendre le bail de son exploitation, le bail de sa ferme, qui va permettre à son successeur de pouvoir à son tour exploiter ses terres et éventuellement de démarrer son activité. Seulement, la retraite d'un agriculteur est tellement faible. En moyenne, c'est 1 200 € brut par mois et encore quand la carrière est complète, que l'agriculteur, au moment de passer la main, il essaie d'assurer un peu ses arrières et il a tendance à gonfler un peu le prix de la transaction. Alors, il le gonfle comment ? En proposant un tracteur rouillé hors de prix, en proposant de revendre son matériel à des prix exorbitants. Et ça... Mais pour l'acheteur, c'est très clair. Il sait, lui, qu'il achète, que c'est un pot de vin pour l'acheteur, c'est très clair, parce que c'est connu dans le milieu, c'est même couvert par les banques qui accompagnent le repreneur. Et ça, c'est une vieille tradition qui remonte un peu à la percée de la grande distribution dans la région, la famille Mullier, pour ne pas les nommer, les fondateurs d'Auchan, qui, lorsqu'ils sont étendus forcément pour installer leur supermarché, ont dû racheter des terres agricoles. Et donc, pour faire passer la pilule et éviter les rébellions, ils ont un peu initié ce mouvement qui consistait eux-mêmes à faire grimper les prix pour étouffer les rébellions, les protestations. Alors ça, c'est resté. Ça porte des noms un peu exotiques. On parle de chapeau, on parle de pas de porte, on parle d'arrière-fumure aussi. L'arrière-fumure qui a été un temps considéré comme légal puisque c'était un moyen pour l'agriculteur d'augmenter un peu le prix de ses terres à partir du moment où il avait enrichi d'engrais, qu'il avait contribué à l'enrichissement des terres. C'était censé se monnayer, c'était légal, sauf que les sommes à l'époque n'étaient pas du tout les montants qui sont pratiqués actuellement. On assiste à une flambée foncière et on a un témoignage dans ce papier d'un jeune agriculteur qui voulait s'installer et au sein de sa propre famille, son oncle lui a demandé 2 millions d'euros de pots de vin d'arrière-fumure pour acheter une centaine d'hectares. C'est gigantesque, quoi. Évidemment, il a jeté l'éponge. Et là encore, on a un exemple concret qui montre que l'accès des terres profite aux plus riches, bien souvent, à ceux qui ont le plus de moyens, et ça, c'est un vrai problème. Et qu'elle échappe finalement très souvent au cadre légal qui est censé favoriser les plus jeunes agriculteurs et notamment ceux qui sont dans l'agriculture biologique. Alors effectivement, tu parles dans ton papier aussi de la loi Sans Passe-Tous, je suis pas sûr de bien le prononcer. Sans Passe-Tous, effectivement. Qui pourrait mettre un terme à ces dérives. Oui, alors une partie des dérives, tout au moins, c'est une loi qui est entrée en vigueur l'an dernier et qui doit justement agir sur ce marché un peu opaque, ce marché parallèle. Qui empêchait la SAFER de pouvoir constater qu'une transaction était en cours. Pour faire court, les nouvelles règles qui ont été mises en place ne permettent que très partiellement de remédier à ce problème. Concrètement, ce qu'on voit, c'est que la SAFER peut intervenir un peu plus qu'avant, mais ça se termine toujours par des négociations entre l'acquéreur, souvent un gros agriculteur, et donc la SAFER va lui demander de rétrocéder un petit bout de terrain qu'elle va rétrocéder elle-même à son tour à un petit agriculteur. Mais on parle de lambeaux de terrain bien souvent. Tu évoques aussi dans ton enquête une pratique pour le moins étonnante dont le nom est le Airbnb des champs. Est-ce que tu peux nous expliciter ce qu'il en est ? Oui, alors j'ai appelé ça le Airbnb des champs. Effectivement, c'est de la sous-location de terres agricoles parce que parmi les dérives sur cette pression foncière et difficultés des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs tout court à pouvoir accéder aux terres, eh bien, il y a certains agriculteurs en place qui vont proposer alors même qu'ils ne sont pas propriétaires de ces terres, de sous-louer des portions de terrain qu'ils n'exploitent pas. Donc ça, c'est interdit. Comme un locataire pourrait sous-louer son appartement. Exactement, comme un locataire pourrait le faire à l'insu de son propriétaire. Ça, c'est interdit du coup. Et ça permet en tout cas
à l'exploitant en place qui sous-loue de générer des revenus et des bénéfices immédiats sans avoir rien à faire, puisque location d'une terre, grosso modo, ça coûte à peu près en moyenne 200 € par hectare et par an, et en sous-louant ces terres, il peut percevoir jusqu'à 2000 € par hectare et par an. Oui. Dans les triangles d'or, hein, dans les terres qui sont particulièrement demandées, comme c'était le cas sur l'agriculteur qui m'a livré ce témoignage. 2000 € par hectare et par an. Lui fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vous toucher 20-40 000 € sans rien faire par mois. Alors, oui. Enfin, alors lui, ça lui fait un bénéfice à peu près par rapport au loyer qu'il paye, 2600 hectares, 2600 € par hectare par an. Donc, voilà, sans rien faire. Et ça, on pourrait se dire à qui ça profite. Ça génère un phénomène assez inédit, c'est qu'on voit des agriculteurs belges, puisque c'est un phénomène qui, là aussi, c'est pas mal répandu dans le nord de la France, qui traversent la frontière pour aller planter leurs pommes de terre, parce qu'il manque de terre. Et donc voilà, ça ne fait qu'amplifier le phénomène, ça ne le règle pas. Et c'est un problème de plus. Voilà. Ce qu'on constate aussi comme phénomène, c'est le phénomène de prête-nom. Lorsqu'un agriculteur cherche à s'agrandir, à acquérir de nouvelles portions de terre et dont il sait très bien que ça lui sera pas autorisé parce qu'il va dépasser les seuils autorisés, il va faire appel à un prête-nom. Donc souvent un membre de la famille qui va se présenter pour acquérir ces terres et puis se faire passer pour un jeune agriculteur débutant. Et là encore, c'est une pratique qui est difficile à chiffrer, mais qui est de plus en plus en vogue. Et qui permet donc aux gros agriculteurs de se partager les revenus avec des membres de leur famille, des gens qui sont censés exploiter la terre mais qui n'ont jamais mis les fesses sur un tracteur et qui vont sous-traiter une partie des travaux. Tout ça pour pouvoir s'agrandir, parfois même pour continuer à toucher les subventions de la PAC, parce que c'est aussi une technique utilisée pour les agriculteurs qui se préparent à partir en retraite, encore une fois, qui vont faire un démembrement de propriété, garder l'usufruit, permettre à utiliser un prête-nom ou transmettre une partie de la propriété à leurs enfants. Et donc ce phénomène de prête-nom aboutit à des phénomènes un petit peu aberrants. J'avais un représentant du syndicat des jeunes agriculteurs qui me donnait des exemples de fonctionnaires à Bercy, d'ingénieurs chez Thales, qui se retrouvaient à la tête d'exploitation, qui n'exploitaient jamais, et pour cause. Et voilà, et tout ça, c'est un frein à l'installation de jeunes agriculteurs. C'est illégal, c'est zone grise? Normalement, c'est illégal, puisque pour pouvoir... il faut quand même montrer qu'on exploite la terre pour pouvoir être acquéreur d'un bail. Mais les montages qui permettent ces subterfuges, eux, sont légaux. Donc il y a pas mal de batailles juridiques entre les propriétaires, entre les jeunes agriculteurs qui se font retoquer à l'entrée sur ces terres. Et c'est souvent très compliqué, les issues sont souvent incertaines, alors que ça devrait être clair et limpide comme de l'eau de roche. C'est vrai que les lois n'ont pas été ficelées de façon suffisamment claire pour permettre un déroulement normal des opérations. Et autre chose qui, moi, m'a étonné dans ton papier, c'est que tu expliques qu'en fait, les agriculteurs sont parfois en concurrence avec des gens qui sont totalement extérieurs à leur monde, et tu évoques notamment un exemple très concret, celui de Jean-Claude Bourrelier, qui est le fondateur de Bricorama, qui a acheté plusieurs centaines d'hectares, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors déjà comment effectivement tu es tombé sur cette info et pourquoi effectivement on se retrouve avec des gens totalement extérieurs à l'agriculture qui viennent acheter des terres? Oui, alors ça c'est une anecdote qui m'a été remontée d'un représentant syndical de la Confédération paysanne, qui m'a invité d'ailleurs à me rapprocher du maire du village qui était concerné. Donc il s'agit d'un cas à Adrier dans la Vienne, où la plus grande ferme, un domaine quand même de 630 hectares, a été effectivement cédé cet été à Jean-Claude Bourrelier, comme tu le disais, l'ex-PDG de l'enseigne de bricolage Bricorama, qui prévoit d'y installer des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Alors, comme me l'avait conseillé ce représentant de Confédération paysanne, j'ai appelé le maire, Thierry Rolmihaguet, le maire du village, qui était très remonté sur cette opération. Il faut dire que la vente dépasse quand même les 4 millions d'euros, c'est-à-dire que selon lui, c'est quand même 2 fois plus cher que le marché. Et surtout, ça risque de faire flamber le foncier agricole dans les environs.
Donc le maire était effectivement vent debout contre cette opération. 2 fois plus cher, ça veut dire que ça exclut forcément, j'allais dire, de l'appel d'offres, ou en tout cas de la vente, tous les agriculteurs, parce que là, effectivement, on est totalement hors marché, quoi. Ça les met littéralement hors jeu, effectivement. Les jeunes agriculteurs n'ont pas les moyens d'aller s'endetter à ces niveaux-là, et de toute façon, les banques vont pas leur prêter 4 millions d'euros, ça c'est sûr, et ça les met de fait hors jeu. Pour finir, qu'est-ce qui a été le plus compliqué durant ton enquête? À quoi tu t'es heurté? À la fois les tabous du milieu, c'est compliqué parfois de faire parler les agriculteurs sur ces affaires un peu scabreuses, mais en même temps, j'ai reçu aussi des coups de fil d'agriculteurs qui dénonçaient leurs voisins sur des exploitations qu'ils jugeaient illégales, tout simplement parce que leurs voisins s'étaient accaparés. Juste après qu'ils aient su que tu commençais à enquêter dessus, le bouche à oreille a fait que certains t'ont appelé pour... Oui, alors j'ai lancé pas mal d'appels à témoignages dans des associations de militants. Donc il y a Terre de Liens qui m'a appelé, mais il y a pas mal d'associations, les syndicats comme Confédération Paysanne qui ont un peu propagé ton enquête à travers le réseau. Donc ça, c'est vrai que ça a facilité la chose. Je voudrais quand même ajouter une petite parenthèse. Le but de ce papier n'était évidemment pas de stigmatiser une profession, parce qu'effectivement, on aborde un certain nombre de magouilles, d'astuces et de ficelles. C'est souvent les gros exploitants qu'on dénonce là-dedans. On ne vilipende pas, on ne jette pas l'anathème sur une profession en particulier. Ce qu'il faut dire, c'est que cet article, pourquoi il me paraît important, c'est qu'il y a un gros enjeu sur la répartition des terres qui s'annonce avec le vieillissement à la fois des propriétaires de terres agricoles et des exploitants. Donc là, il y a une démographie qui fait que dans quelques années, d'ici une dizaine d'années, il y a à peu près la moitié de la surface agricole utile française qui est susceptible de changer de main. Puisque les propriétaires, il y a près de la moitié qui ont dépassé les 65 ans. Et donc, il va bien falloir les céder, ces terrains. Et donc, on se retrouve avec un gros enjeu, parce que ça fait plus de 13 millions d'hectares de terres qui sont susceptibles de changer de main. Et là, il y a vraiment l'avenir de notre agriculture qui est en jeu. L'encadrement qui avait été fixé à l'origine, l'idée, c'est évidemment d'encourager des pratiques plus vertueuses, de mettre un terme aux pratiques intensives. Or, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui risque encore de s'aggraver? C'est qu'on voit que les propriétaires détiennent des terres. Alors déjà, il y en a 10% qui, à eux seuls, détiennent la moitié de la surface agricole française, et que les surfaces qu'ils détiennent, de fait, deviennent de plus en plus grandes. Or, toutes les études montrent que plus les surfaces sont grandes, primo, on a tendance à favoriser la monoculture, donc moins de diversité dans les cultures, et deuxio, plus les terrains sont grands, plus on a tendance à favoriser les pratiques intensives, mécanisation, mais surtout recours aux pesticides. Et là, on va droit dans le mur, et je vous conseille de lire cet article jusqu'au bout, parce que même si la fin est un peu morbide, on se rend compte un peu jusqu'où peut nous mener ce genre de dérive. C'est ça, c'est pas un impact seulement sur le modèle agricole français qu'on peut déplorer effectivement avec des installations de plus en plus grandes, c'est qu'aussi effectivement il y a un vrai risque d'impact environnemental avec forcément de la monoculture, donc de plus en plus d'intrants phytosanitaires et donc effectivement un impact sur nos santé. Exactement. Merci Stéphane pour cette super enquête. Merci à retrouver dans le numéro du mois de novembre de Capital. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres enquêtes côté coulisses. D'ici là, écoutez chaque jour un nouveau récap de l'actu avec 120 secondes et retrouvez votre Capital chaque mois en kiosque. À bientôt.
Bienvenue dans Capital Inside, un tout nouveau format où plusieurs fois par mois les journalistes de la rédaction de Capital viennent vous dévoiler les coulisses de leur enquête, ce qui leur a mis la puce à l'oreille et leur a donné envie de se lancer, mais aussi, bien sûr, les difficultés rencontrées. Plongez au cœur de l'enquête avec nos journalistes. Le Dieselgate, le plus gros scandale de l'histoire d'un médicament. L'affaire à peine incroyable. Au cours de l'enquête, la banque suisse. Capital Inside.